C'est la plus grande énigme qu'ait connue la brigade criminelle de Paris. L'histoire de Cécile Bloch, petite fille de 11 ans, assassinée il y a 30 ans. Luc est son demi-frère. Ils avaient 13 ans d'écart et partageaient une même passion, la musique. Le 5 mai 1986, ils devaient répéter ensemble un morceau de musique baroque. Ils ne l'ont jamais fait. Le matin, Cécile a disparu en partant à l'école. Depuis, comme une relique, Luc conserve précieusement le violon de sa sœur. Il n'a jamais eu la force de l'ouvrir jusqu'à aujourd'hui. Et son violon qui est resté en l'état tel qu'elle l'a placé, mis dans son étui, et que je dénoue, après elle. On avait le choix de mettre son violon dans son caveau, et je pense qu'elle n'aurait pas souhaité. Je pense qu'elle aurait souhaité qu'on le garde. Cécile Bloch était une jeune virtuose, promise à une grande carrière. Un parcours brillant qui s'est arrêté net lorsque sa route a croisé au petit matin celle de son assassin. Cette histoire est aussi celle d'un tueur en série qui a nargué la police entre 1986 et 1994. Il a toujours agi à visage découvert. Il a laissé son ADN sur au moins 8 scènes de crimes et de viols. Frédéric Balland est l'une des psychologues qui a travaillé sur son profil. On avait tendance à penser qu'un tueur en série ou un violeur en série avait un seul mode opératoire. Et là, il y avait une diversité de modes opératoires, puisque parfois il violait et il tuait. On l'appelle le grêlé. Car les premiers témoins ont dit que son visage était constellé de marques de boutons. Le grêlé est un tueur, un violent, un violeur, un pervers. C'est ce que pense Alain Vasquez, enquêteur à la brigade criminelle. Le but, c'était que la personne souffre. Et ce qui semble un peu plus terrifiant encore, c'est qu'elle se sente mourir. Parmi ses victimes, Audrey. Elle est la dernière d'une longue série. Son témoignage est exceptionnel. À l'âge de 11 ans à peine, elle a su lui parler, le convaincre de la laisser en vie. Moi, je pensais qu'il allait me tuer, déjà. J'avais peur de ses faits et gestes. Je ne savais pas comment il pouvait se comporter. Il avait l'air de se prendre pour un dieu, de pouvoir faire ce qu'il voulait de moi. La traque du grêlé est l'un des plus vieux dossiers de la crime, la brigade criminelle de Paris. Une enquête pleine de mystères. Une affaire aux multiples rebondissements. C'est un petit matin comme les autres dans cette cité du 19e arrondissement, à l'est de Paris. Il est 8 h du matin. Au 3e étage, Cécile se prépare à partir à l'école. Elle a 11 ans, elle est en 6e, elle est débrouillarde. Le trajet, elle le fait toute seule. Dans l'appartement, son père, sa mère et Luc, son demi-frère de 24 ans. Les premiers à partir au travail sont les parents. Ils empruntent l'ascenseur. À l'intérieur, un homme qu'ils n'ont jamais vu auparavant dans l'immeuble. Ils ne font pas attention à lui. Le 3e à quitter le domicile, c'est Luc. 20 minutes plus tard. L'homme est toujours là dans l'ascenseur.
Ça m'a surpris de voir un individu que je ne connaissais pas au sein de l'immeuble, mais j'ai très vite pensé qu'il pouvait s'agir d'un visiteur. Vous parlez avec lui? J'ai parlé avec lui, bon, échangé quelques mots, bonjour, etc. C'est surtout quand j'ai quitté l'ascenseur au rez-de-chaussée et que lui est resté à l'intérieur qu'il a montré une certaine exagération de politesse à mon égard, comme passer une très bonne journée. C'est pas passer une bonne journée ou au revoir, bonne journée, c'est passer une très bonne journée. Quelque chose d'excessif de la part de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Sur le coup, Luc est un peu mal à l'aise, mais ne fait pas plus attention que ça. Il part travailler. Vers 15 h, il reçoit un premier coup de fil de ses parents. Cécile a disparu. Deuxième appel, 1 heure plus tard. J'ai été alerté de l'appel de mon beau-père qui m'apprenait que Cécile n'était plus. De façon aussi froide et aussi sèche que cela. Et j'ai filé à mon domicile en voiture, où j'ai retrouvé une horde de policiers dans l'appartement. Parmi les policiers, Bernard Pasqualini, chef de groupe à la brigade criminelle, et son adjoint, Jean-Louis Huesca. Ils sont de permanence ce jour-là. Mais pour Jean-Louis Huesca, ce n'est pas tout à fait une affaire comme les autres. Quand on nous donne l'adresse, moi tout de suite ça fait tilt puisque c'est la résidence dans laquelle j'habite depuis plusieurs années. Et le 114 rue Petit, c'est l'immeuble qui est voisin du mien. Mon fils vit avec moi et mon fils a le même âge que la petite, 11 ans. Donc ça remue quand même pas mal. Et c'est pour ça d'ailleurs que près de 30 ans après, c'est toujours présent. Le quartier a changé? Ouais. Et ça fait 20 ans que tu es parti? 22 ans. 22 ans? Ouais. Le 5 mai 1986, quand les policiers de la crime arrivent sur place, les parents de Cécile sont déjà là. Ils ont été alertés vers midi. La fillette n'est pas venue à l'école. Avec les gardiens de l'immeuble, ils l'ont cherchée partout. Dans la cage d'escalier, sur les paliers des 13 étages. C'est finalement le concierge qui a découvert son corps dans un débarras du 3e sous-sol. Bon, ben voilà. On arrive au 3e sous-sol. Le local est à droite, immédiatement. Voilà. Ça n'a pas changé. C'est là. Elle était là. Elle était allongée. Sur le dos. Sur le dos. Et avec en partie couverte par la moquette. La moquette En grande partie, puisque il n'y a que le bras qui apparaissait. Ouais. Et très rapidement, on s'est aperçu qu'elle était dénudée dans la partie inférieure, puisqu'il y avait eu une agression sexuelle. Son pull, sa veste de survêtement rose, était tachée de sang. Elle est morte de quoi? Elle est morte d'abord, il y a une plaie abdominale par arme blanche, déjà, puis strangulation aussi. En sortant du local, un détail intrigue tout de suite les policiers de la crime. L'ascenseur a été bloqué. À l'époque, donc, si on bloquait ce bouton, position ouverte, avec une allumette, le bouton restait en permanence enfoncé et l'ascenseur automatiquement descendait au sous-sol. Les policiers comprennent alors que l'assassin a préparé son coup. Bloquer l'ascenseur pour lui laisser les mains libres au moment de l'enlèvement. Ils réalisent alors l'évidence, l'agresseur et l'inconnu de l'ascenseur. Cet homme avec lequel ont voyagé le père et la mère de Cécile. Celui qui a souhaité à son demi-frère le matin même
une très bonne journée, celui qu'il n'a pas pu empêcher d'agir. Il me reste un sentiment de culpabilité de ne pas avoir eu cette vigilance et d'avoir été dupé de cette manière par cet individu qui avait un sourire en coin, qui avait cette politesse un petit peu exagérée et qui, dans les minutes qui allaient suivre, allait commettre cette atrocité. Le meurtrier de Cécile n'a pas seulement croisé ses parents et son demi-frère. Entre 7h10 et 9h20 ce matin du 5 mai 1986, l'assassin ne quitte pas l'ascenseur. Il guette sa proie, un enfant seul. Pendant au moins 50 minutes, il fait des allers-retours au vu et au su de tous les habitants de l'immeuble. Tous seront entendus par la police. Le voisin du 7e se souvient l'avoir croisé une première fois vers 8h, une deuxième fois à 8h20. Il n'a pas fait très attention à lui, contrairement à sa voisine de palier. À l'instant où les portes de la cabine se sont ouvertes, j'ai remarqué qu'un homme se trouvait à l'intérieur, très près, presque collé à la porte de l'ascenseur. J'ai poussé un cri de panique. L'homme m'a dit de me calmer. Vers 9h20, un dernier témoin l'aperçoit enfin quitter l'ascenseur précipitamment pour regagner la rue. Tous les témoins décrivent le même homme. Type européen, sans accent, 1,80 m environ, cheveux clairs, 25-30 ans. Il dresse ce portrait robot avec Luc, le demi-frère de Cécile. J'ai pu en donner une description dans mon témoignage. Donc, un individu athlétique, parfaitement à l'aise, un visage un peu passe-partout. Dont on peut... Quelque part, on peut dire presque un visage, un beau visage. Un beau visage. Oui. Il était beau. Oui, d'ailleurs, quelques témoins disent qu'il était beau, qu'il inspirait confiance. Et j'avais remarqué que l'individu avait certaines irrégularités de peau. Il ne s'agissait pas de traces de varicelle, c'était simplement la seule chose de remarquable chez lui. Dans son audition, Luc dit que l'homme a la peau comme grêlée par d'anciens boutons. Pour les enquêteurs, pour les journalistes, l'assassin de Cécile Bloch devient le grêlé. Bernard Pasqualini et Jean-Louis Huesca appliquent tout de suite la technique d'enquête de la crime. Entre eux, les policiers appellent cela le rouleau compresseur. Ils fouillent chaque recoin de la cité. C'est simple, on a fait tous les étages de chaque immeuble et l'ensemble des parkings. Ce qu'on recherchait surtout, c'est que, ayant compris qu'il y avait eu l'emploi d'une arme blanche, un couteau, et qu'on ne l'avait pas retrouvé sur place, il aurait pu être abandonné dans la fuite. Donc le but pour nous, c'était d'essayer de retrouver ce fameux couteau, quoi. Puis aussi, il était dépeint comme pouvant être un squatteur. Donc, et dans ces sous-sols, parfois, il arrivait que des individus dorment. Donc, rechercher également s'il n'y avait pas un endroit où quelqu'un avait pu passer la nuit. Donc, on était ouvert à tout. Oui, mais on n'avait pas trouvé de traces de matelas. Rien. C'est pour ça qu'on s'est intéressé aux quelques squats autour, etc., qu'on a vu les commerçants, parce qu'il aurait pu s'arrêter à la boulangerie qui fait l'angle, n'importe quoi. Bon, tout était passé au peigne fin, et puis... Et pourquoi un lundi matin? Généralement, ce type de prédateurs interviennent les après-midi, en fin de soirée, mais un matin tôt comme ça... À la limite, c'est l'heure la plus dangereuse pour lui dans un immeuble.
Bernard Pasqualini et Jean-Louis Huesca ne disposent donc que du portrait robot. L'identité judiciaire, le service qui s'occupe de relever les indices, n'a pas trouvé d'empreinte dans l'ascenseur. À cette époque, la France ne connaît pas encore l'ADN. Les experts savent juste déterminer le groupe sanguin. Grâce à une goutte de sperme laissée par le tueur, ils savent qu'il est du groupe A, comme près de la moitié des Français. Autant dire qu'ils n'ont rien. Bernard Pasqualini se dit alors qu'il faut élargir les recherches. Le tueur a peut-être déjà sévi ailleurs. Il demande à son groupe d'examiner toutes les affaires d'agressions sexuelles commises en région parisienne. Des centaines de dossiers consultés. Et ils vont trouver. L'événement a eu lieu un mois auparavant, à l'autre bout de Paris, dans une cité du quartier chinois dans le 13e. Depuis quelques mois ici, un sadique terrorise les enfants. Les écoles ont même placardé une affichette destinée aux parents. Par mesure de sécurité, il est recommandé que les enfants ne traversent pas seuls les terrains vagues du quartier et qu'ils ne circulent pas seuls dans les ascenseurs. Parmi ces agressions, un viol. La crime se rend sur les lieux. C'est curieux, je ne me souvenais pas de la façade, regarde. Ah non, ça a été repeint, ça. Ça a été repeint, ça. Le mode opératoire est le même que pour le meurtre de Cécile, comme une répétition. Là, on va trouver trace de l'agression d'une jeune fille. Je crois qu'elle avait 9 ans, 8 ans, Sarah. Et quand on s'intéresse au dossier, on se rapproche du dossier, on se rend compte qu'effectivement, il y a des correspondances sur le mode opératoire. Il y avait déjà le fait que c'était une fillette. Voilà. Que ça s'est passé un lundi matin. Que ça s'est passé avec un ascenseur, avec une descente dans les sous-sols, qu'il y avait également traces de strangulation et puis agression sexuelle. Il n'y avait pas, par contre, de l'emploi de couteau. C'est pour ça qu'elle a eu la vie sauve. Ceci étant, je pense que quand il est parti, il était persuadé qu'il l'avait tué. Et ensuite, on a pu faire une analyse de sang. Et donc, on a établi que c'était le même groupe sanguin que Cécile Bloch. Donc là, vous vous dites quoi? Que c'est le même moteur. Voilà. Sûr. Et on va... oui, on a été quasiment sûr. L'affaire de la petite Sarah apprend aux policiers que l'assassin a le profil d'un agresseur en série, mais elle n'apporte pas de nouveaux indices. Elle ne permet pas de résoudre le meurtre de Cécile Bloch. Quai des Orfèvres, dans le bureau 302 de la brigade criminelle, l'enquête de Bernard Pasqualini et de Jean-Louis Huesca s'enlise. La pire des configurations pour un enquêteur de la brigade criminelle, c'est lorsque l'auteur du meurtre a trouvé sa victime au hasard, quand il n'y a aucun lien de parenté ou d'amitié entre eux. Dans l'affaire Bloch, c'est vraisemblablement le cas. Un an plus tard, le groupe Pasqualini en est toujours au même point, lorsqu'une autre affaire mobilise la crime. Cette fois, le cadre est différent. On n'est plus dans les cités populaires du 19e ou du 13e arrondissement, mais dans l'un des quartiers chics du centre de Paris, le Marais. Le 29 avril, en soirée, Jean-Charles Roch regagne son appartement après quelques jours d'absence. Je rentrais chez moi, et là, peut-être ici, ou 2 marches de plus, j'ai vu des policiers qui descendaient un sac en plastique avec un corps. Quelques étages plus haut, Jean-Charles Roch apprend qu'il n'y a pas eu un mort, mais 2, dans l'appartement juste en face de chez lui, au 5e étage. Et quand je suis arrivé, enfin, quand j'ai pu découvrir le palier, il y avait 3 policiers. Je comprends qu'ils sont sur une enquête.
C'est pas un suicide. Vous n'avez pas deux morts dans un même appartement pour rien. C'est qu'il y a une tierce personne qui est venue. Jean-Charles Roch a vu juste. En face de chez lui s'est déroulé un drame épouvantable. Cette fois, il ne s'agit pas du meurtre d'une fillette, mais de 2 adultes. Un père de famille et la jeune fille au père. A priori, rien à voir. Pourtant, cette enquête va remettre les policiers sur la piste du grêlé de manière totalement inattendue. Ce 29 avril 1987, cela fait presque un an que la brigade criminelle court après le grêlé sans résultat, lorsqu'elle est appelée pour une autre affaire. Un double meurtre au cœur de Paris, dans le quartier du Marais. Ce jour-là, Bernard Pasqualini et Jean-Louis Huesca, qui enquêtent sur le meurtre de Cécile, ne sont pas de permanence. C'est le groupe d'Alain Vasquez, un autre vieux routier de la crime, qui est chargé de l'enquête, un étage plus haut, sous les combles, bureau 422. Aujourd'hui, Alain Vasquez ne travaille plus à la brigade. Il passe une retraite paisible au bord de l'océan, en Bretagne. Des enquêtes, il en a résolu beaucoup. Notamment l'affaire d'un tueur en série qui avait assassiné une vingtaine de vieilles dames à Paris dans les années 80. Il y a 10 ans qu'Alain Vasquez a refermé ses vieux dossiers, sauf un, le double meurtre du Marais. C'est difficile d'oublier, difficile de passer à autre chose quand on sait qu'on on reste dans l'inconnu. On a une inconnue et c'est très, très problématique de ne plus y penser. Ce qu'Alain Vasquez n'a jamais oublié, c'est la scène de crime, d'une insoutenable cruauté qu'il découvre en arrivant dans le Marais. Nous lui montrons une vidéo de l'appartement vide, tel qu'il était agencé au moment du meurtre. À l'intérieur de ce 3 pièces, gisent le corps d'un homme, un père de famille, et celui d'une jeune femme, la jeune fille au père, une Allemande. Là, on entre dans la chambre à coucher du couple. Alors, c'est donc dans cette pièce que se trouvait le corps de l'homme, ligoté sur le lit, à plat ventre, les mains et pieds attachés dans le dos, le tout relié à des liens qui lui ont serré le cou, et resserré au moyen d'un tisonnier, donc le tisonnier qui provenait de la cheminée, vraisemblablement, resserré donc de manière à provoquer une sorte de garrot. Le garrot pour provoquer la strangulation, mais de manière relativement lente, et voilà, de manière relativement lente. Et en poursuivant, on arrive dans la chambre de l'enfant, là où se trouvait le lit superposé, sur les montants duquel était attachée la jeune fille au père, et les bras en croix au montant supérieur du lit superposé. Et pendue, elle aussi, elle avait les liens autour du cou, en position de croix, de crucifixion. Le but, c'était que la personne souffre, c'est de faire souffrir la victime. Et ce qui semble un peu plus terrifiant encore, c'est qu'elle se sente mourir. Et qu'elle sache bien, qu'elle comprenne bien qu'elle ne peut pas s'en sortir. Alain Vasquez comprend qu'il n'a pas affaire à un meurtrier comme les autres. L'homme est un pervers qui, de surcroît, a bien veillé à ne laisser aucune trace. Dans l'appartement, Alain Vasquez trouve un gant taché de suie. Le meurtrier s'en est servi pour essuyer le tisonnier, effacer ses empreintes. Il n'y a aucun indice. L'enquête s'annonce difficile. En 1987, la crime a donc sur les bras 3 affaires non élucidées. Le meurtre de Cécile Bloch,
Le viol de la petite Sarah dans le 13e, le double meurtre du Marais. Pour les enquêteurs, ces dossiers n'ont aucun lien entre eux. Mais 7 ans plus tard, ils changent d'avis. À partir de 1994, une avancée technologique majeure en matière criminelle révolutionne l'enquête. Ou plutôt, les enquêtes. L'ADN. Les policiers de la crime rouvrent les archives, ressortent les scellés, les pièces à conviction, pour les envoyer dans un laboratoire d'analyse génétique. 2 éléments de l'enquête ont parlé. D'une part, alors, une cigarette, un mégot de cigarette qui a été trouvé près du corps de l'homme de la rue Sainte-Croix de la Bretonnerie. Et ce mégot de cigarette donc, supportait le même ADN que celui que l'on retrouve sur le 2e prélèvement, c'est-à-dire le sperme qui a été trouvé sur le corps de la jeune fille au père allemande. Coup de théâtre. Cet ADN, les experts l'ont aussi découvert sur le morceau de moquette qui recouvrait le corps de Cécile Bloch et sur la petite Sarah. Les policiers se rendent à l'évidence, les 3 meurtres et le viol sont l'œuvre du grêlé. La crime se retrouve face à un tueur en série. J'étais stupéfait, quoi. Jamais, mais personne n'envisageait qu'on pouvait faire un lien entre le grêlé et le double meurtre en question. Jamais, moi le premier. Les policiers vont de surprise en surprise, car l'ADN permet aussi de faire le lien avec une dizaine d'autres dossiers. D'autres viols dans Paris, des petites filles, mais aussi un petit garçon, des adolescentes, des femmes adultes. À la brigade criminelle, les policiers sont désorientés devant ce profil d'agresseur complètement atypique. Pour venir en aide aux enquêteurs et pour la première fois dans l'histoire de la crime, le chef de la brigade décide de faire appel à une psychologue, l'une des premières profileuses de la police, Frédéric Balland. Tout de suite, on m'a dit, vous allez essayer de voir si vous pouvez apporter quelque chose sur ce dossier que nous traitons déjà depuis longtemps, qui est complexe. Ça comportait quand même plusieurs viols, des meurtres, et surtout des choses qui étaient assez surprenantes pour nous en France. On avait tendance à penser qu'un tueur en série ou un violeur en série avait un seul mode opératoire. Et là, il y avait une diversité de modes opératoires, puisque parfois il violait et il tuait. Frédéric Balland doit dresser le profil du tueur du Marais. Pour cela, elle travaille notamment avec Alain Vasquez. Comment vas-tu? Salut Frédéric, ça va bien? Ouais, et toi? Merci. Bah écoute, ouais, comme un retraité, quoi, voilà. Hein. Mais enfin bon, j'ai quand même, ça fait 10 ans, quoi. Bah, t'es parti peu de temps après moi, alors? Pour le policier et la psychologue, l'affaire du Marais est la plus intéressante de toutes. Sur la dizaine de dossiers attribués au grêlé, c'est le seul dans lequel il existe un lien entre l'assassin et l'une des victimes. Voilà, c'est là et sur la gauche. C'est ce qu'a démontré Alain Vasquez dans son enquête. Et voilà l'entrée donc du set et cet appartement donc, qui se trouve au dernier étage. Là. Au dernier étage, donc il y a l'escalier central et les 2 petites fenêtres là. C'est même au-dessus, puisqu'il y a une espèce de terrasse, de petite terrasse. Ouais, ouais. À l'époque, le témoignage de la gardienne de l'immeuble révèle que la jeune fille au père connaît son assassin. Le jour du meurtre, elle voit un homme monter l'escalier. Quelques minutes avant le crime, il a sonné à l'interphone. Une voix de femme lui a répondu, la voix de la jeune fille au père allemande. La gardienne qui a vu donc ce type monter dit que il y a eu une discussion, il y a une discussion à l'interphone et animée apparemment. Bon. Et elle a fini par le laisser monter. Et elle a fini par le laisser monter. Ouais. Alors qu'au départ, elle ne le souhaitait pas. Effectivement. Voilà. Est-ce qu'il l'a suivi? Est-ce qu'il l'a suivi à un moment ou à un autre? Voilà. C'est donc sur la jeune fille au père qu'Alain Vasquez concentre son enquête. Elle s'appelle Irmgard Müller.
Elle vient d'un petit village près de Munich, en Allemagne. Elle a 20 ans. Elle est arrivée en France en juin 1986. Elle suit des cours à la Sorbonne et garde un enfant depuis 1 an. Donc là, tiens, même depuis l'appartement, on a une vue sur le square. Donc c'est vraiment dans le quartier. Dans ce square, un deuxième témoin donne de nouveaux éléments aux enquêteurs. Irmgard Müller vit dans une chambre de bonne. La veille du meurtre, sa voisine de palier la voit se disputer avec un homme qui a, dit-elle, mauvais genre. La dame dans le square nous dit que fait cette petite avec ce type-là, où elle discute avec lui de manière un peu virulente, quoi. Elle dit bon, ils ont l'air de s'accrocher. La discussion est animée. Voilà. Que se disent-ils alors? Personne ne sait. Toujours est-il que ce soir-là, la voisine voit le même homme entrer dans la chambre de bonne d'Irmgard Müller. Les policiers pensent qu'ils passent probablement la nuit ensemble. Pour Alain Vasquez, c'est cet homme, toujours lui, qui sonne à l'interphone le lendemain, jour du meurtre. Le témoignage de la voisine permet de dresser ce portrait robot. Alain Vasquez doit absolument retrouver l'inconnu du square et pour cela, identifier tous les hommes que fréquentait Irmgard Müller, et ils sont nombreux. On a une gamine qui a décidé, d'après ses proches, de se faire des expériences, de rencontres. Alors des expériences, est-ce que amoureuses, sexuelles, on ne sait pas trop. Hein. Est-ce qu'elle-même le savait d'ailleurs bon. Enfin, elle a un comportement qui est à risque. Elle n'hésite pas à se mettre en contact avec des hommes. Des hommes d'un certain âge, et sans prendre de précautions. Et tout en disant qu'elle préférait, je crois, si je me souviens bien, qu'elle préférait les hommes d'âge mûr, en règle générale. En perquisitionnant chez Irmgard Müller, Alain Vasquez trouve un document apparemment anodin, mais qui va bien lui faciliter la tâche. Un petit agenda de couleur rouge, années 86, avec répertoire à la fin. Jour après jour, Irmgard Müller y consigne le nom de ses amants, avec des annotations. Eric m'a prise dans la cuisine. Salaud. 5 heures. Didier est passé me voir. Bien. Farid. Je t'aime mais je ne t'intéresse pas. Dommage. Ellie. Pas terrible. Tant pis. Les noms et les adresses de tous ses amants sont consignés dans le répertoire. Sur le carnet, on totalise une trentaine de noms. Une trentaine de noms, ce qui n'est pas mal quand même. Hein. Je crois que... Ils ont tous été entendus? Tous. Sauf un. Pourquoi? Sauf un qui n'a pas été retrouvé, dans la mesure où il a donné un nom qui ne paraît pas être un nom, un patronyme existant, et une adresse qui n'existait pas. Donc c'est ce qui nous permet de porter des soupçons sur cet individu. Élie Loringe. Ouais. C'est assez curieux d'ailleurs que ce patronyme de Loringe, qui n'est pas... extraordinaire d'ailleurs, c'est pas un nom tarabiscoté, ça fait très français, très européen, disons un peu. Et voilà, c'est quelque chose qui n'existe pas. C'est ce que les policiers appellent un TOC. Oui. Un nom en TOC. Ouais. Désormais, l'enquête converge autour de cet homme. Pour Alain Vasquez, Élie Loringe, c'est celui que la jeune fille au père, dans son carnet, avait jugé pas terrible au lit. Il serait aussi l'inconnu du square, l'homme qui a passé la nuit avec Irmgard Müller. On a trouvé son ADN sur le corps de la jeune fille, mais aussi sur un mégot de cigarette qui a servi à torturer l'homme de l'appartement. Et cet ADN correspond à celui du grêlé. Pour Alain Vasquez, Élie Loringe est donc le grêlé. Mais il a donné un faux nom et une fausse adresse. L'enquête est dans une impasse. Seul élément, le profil psychologique dressé par Frédéric Balland. Pour elle, il faut revenir aux origines, le 13e arrondissement, car c'est là que le grêlé commet sa première agression avec le viol de la petite Sarah. En règle générale, quand on regarde les premiers crimes d'un tueur en série ou d'un violeur en série, les premiers crimes vont être situés dans la zone de confort. La zone de confort, c'est la zone soit où il habite, soit où il a son travail,
ou bien ses loisirs. Donc c'est une zone qu'il connaît bien. La première agression est une agression qui fait peur et qui inquiète l'agresseur lui-même. Il y a une pulsion, certes, mais ça lui fait peur et ça l'inquiète. Ensuite, à partir du moment où il aura fait 1 ou 2 agressions, il va prendre confiance en lui, il va pouvoir aller dans des zones qui sont plus éloignées de sa zone de confort. Et ensuite, il pourra éventuellement le faire un petit peu n'importe où. Pour impressionner ses victimes, le grêlé se fait souvent passer pour un policier. À ceux qui l'ont croisé, il a laissé l'image d'un personnage sûr de lui. Mais pour la psychologue, il est tout le contraire. Au départ, il s'oriente vers des enfants parce qu'il n'a pas confiance en lui. Il a besoin de maîtriser, de dominer sa victime. Et qu'une enfant, évidemment, c'est impressionnable. Qu'une enfant obéit en règle générale aux adultes et qu'à partir de là, il sait très bien qu'il va pouvoir dominer. Après, c'est aussi quelqu'un qui probablement se raconte un personnage. Il est dans une sorte de mythe et un peu mythomane. Il va essayer de se faire passer pour un policier. Je pense qu'il endosse quelque chose de l'ordre de la virilité et de la puissance. Et très probablement, si on est obligé de l'endosser et de raconter un mythe, c'est qu'on ne l'a pas dans la vie privée. Le grêlé frappe pendant 2 ans, 1986 et 1987, puis il disparaît. On n'entend plus parler de lui pendant 7 ans. Jusqu'en 1994, où il agresse encore une fois une petite fille, Audrey. Aujourd'hui, c'est une jeune femme de 30 ans, mais à l'époque, elle n'en avait que 11. Audrey est la dernière victime connue du grêlé. Cette histoire, elle vous a jamais lâché? Elle m'a jamais lâché, elle est en moi malgré tout. Et si j'y pensais souvent, je deviendrais folle, je pense. Mais en même temps, je suis contente parce qu'il m'a laissé en vie. Du coup, la vie, je la vois plus comme les autres. Et là, c'est à droite. À l'époque, Audrey habite ce petit village tout près de l'aéroport de Roissy, Mitry-Mory. Donc là, c'était mon école primaire. Ça n'a pas vraiment changé, hein. Là, il y avait l'école maternelle. Et là, on arrive dans mon quartier. En fait, c'est le quartier des cheminots. Parce que mon père il travaillait à la SNCF. Donc on avait une maison de cheminots. La famille est arrivée de Guadeloupe quelques années auparavant. Audrey vit avec ses parents, ses frères et sœurs, dans ce petit pavillon. Alors ensuite, on va à gauche. À gauche, au bout de la rue, c'est déjà la campagne. Donc on allait souvent avec des copines ici faire du vélo, jouer et... Ah, ils ont barré. Avant, c'était pas barré. Alors, nos parents nous interdisaient d'aller ici, parce qu'en fait, il y avait une centrale EDF. Ils avaient peut-être peur, en fait, qu'on s'électrocute ou quelque chose comme ça. Nous, on y allait quand même. Le 27 avril 1994, la veille du jour de l'agression, Audrey brave encore une fois l'interdit familial. Elle va se promener avec ses copines dans ce bois, où il y aurait, dit-on, une maison hantée. Une maison abandonnée, en fait. Par une famille, c'était une famille riche, paraît-il. En fait, on dit qu'ils ont laissé des coffres avec de l'or à l'intérieur dans la terre. Et nous, avec mes copines, on était à la quête, on cherchait ces coffres. On ne les a jamais trouvés, bien sûr. La veille de l'agression, dans la forêt, Audrey ressent une drôle d'impression. Avec ma copine, je me suis sentie observée. D'ailleurs, on regardait toutes les deux derrière nous. J'ai ressenti, on a ressenti que quelqu'un parfois pouvait nous suivre, mais ouais, j'ai eu un pressentiment, mais on voyait personne, et puis il faisait presque nuit, donc du coup, on s'est pas inquiété plus que ça, et on est rentré chez nous tranquillement. Le lendemain, Audrey donne rendez-vous à ses copines dans le bois. Mais ce jour-là, les autres petites filles refusent de la suivre. J'avais peur d'y aller toute seule à vélo, mais j'ai pris mon courage à deux mains et je me suis dit, parce que moi j'étais une guerrière un peu dans ma tête,
Et je me suis dit, bon allez, c'est pas grave, je vais y aller. Et au moment où j'étais à vélo, tout se passait bien, puis mon cœur il a commencé à battre. Mais plus j'avançais, plus il battait de plus en plus. Toujours l'impression qu'on me suivait. Qu'il y avait quelqu'un qui allait arriver ou qu'on me suivait. Et puis, je crois que c'est à peu près ici. Il y a une voiture qui arrive devant moi, qui s'arrête, et puis il y a un monsieur qui sort de la voiture. Audrey ne le sait pas encore, mais le monsieur qui sort de la voiture sur ce chemin au milieu de nulle part, c'est le grêlé. Si elle est encore là pour témoigner, c'est parce qu'elle a su trouver les mots pour le convaincre de lui laisser la vie sauve. Le 29 avril 1994, le grêlé se prépare à frapper à nouveau. Cette fois, son terrain de chasse n'est plus la capitale, mais la campagne au nord de Paris. Sa cible, cette petite fille de 11 ans. D'habitude, Audrey fait du vélo sur ses chemins avec ses copines, même si ses parents le lui ont interdit. Mais ce jour-là, elle est toute seule. Quand elle voit arriver une voiture, un homme en descend. Quand je vois la voiture, j'ai peur, du coup je m'arrête. Il me dit que j'ai pas le droit d'être là. Donc il me montre une carte de police. Et puis il me dit qu'il va me ramener au poste de police. Et vous montez dans la voiture? En fait, il me met les menottes, donc j'avais pas le choix. D'ailleurs, il les a bien serrés et ça me faisait très très mal. Il me parlait en fait avec autorité, en disant « vous n'avez rien à faire là ». Très convaincant, vraiment. Et puis même le visage, sa peau, elle avait des problèmes d'acné, donc des boutons qui ont mal cicatrisé. Il avait la peau comme si c'était un peu troué. Voilà. Il était assez bien coiffé en fait. Il avait une raie sur le côté et les cheveux qui tombaient d'un côté. Moi, je le crois tout de suite. J'ai aucun doute au départ. Audrey monte dans la voiture. À ce moment-là, dans sa tête de petite fille, elle pense surtout à son vélo qu'elle a laissé sur le chemin, à ses parents qui vont la gronder quand ils vont venir la chercher au commissariat, car elle en est sûre. Là, il est parti à gauche. C'est là que le policier l'emmène. À gauche. Et puis je lui ai dit que j'habitais à droite. Je lui ai dit, j'habite ici, donc si vous voulez, on peut y aller. Puis il m'a dit non. Il a continué, il a regardé comme ça, puis il a continué. L'homme sait exactement où il va. De toute évidence, il connaît bien le coin. Avant, il y avait un bar ici, donc il est passé par là, à gauche. Et donc, il a été tout droit. Faut connaître. Oui, parce que les gens qui ne connaissent pas, ils tournent à droite. Quand il s'engage sur la voie rapide, Audrey réalise que l'homme ne prend pas la direction du commissariat. Là, j'ai eu peur de lui. D'un coup, mon regard, il a changé. Pourquoi? Il y a un côté de moi qui disait c'est pas normal. C'est pas normal puisque j'étais sûre et certaine que le poste de police était de l'autre côté. L'inconnu et la petite fille vont parcourir ainsi près de 60 km. De Mitry-Mory, dans le nord de la région parisienne, jusqu'à Saclay, exactement à l'opposé, le trajet dure au moins 1h30. Une éternité pour une enfant de 11 ans. Surtout qu'à cette heure-là, vers 16h, la circulation est dense. Je ne savais même pas où on allait. Moi, je pensais qu'il allait me tuer, déjà. J'avais peur de ses faits et gestes. Je ne savais pas comment il pouvait se comporter. Il avait l'air de se prendre pour un dieu, de pouvoir faire ce qu'il voulait de moi. Et le pire, c'est que je me dis, à un moment, on était dans un bouchon, et puis j'aurais pu faire un appel à... J'ai pas osé parce que j'avais peur, je ne savais pas ce qu'il pouvait me faire. Je regardais les gens, mais on dit souvent que mon regard il est très expressif, mais là, les gens n'ont rien vu, malheureusement. Ouais, c'est ça, en fait, j'étais complètement paralysée. Instinctivement, Audrey trouve alors les mots. À 11 ans, elle comprend qu'il lui faut tout faire pour éviter de déclencher la colère de son ravisseur. J'essaie de le raisonner.
Il n'a pas voulu m'écouter et puis il m'a dit ça se passera bien si je l'écoutais. Donc du coup, je l'ai écouté. Je crois que c'est par là parce qu'il y avait une grande tour comme ça. Et donc voilà, lui il a essayé de rentrer par là. Ah, il n'y a plus rien, mais il y avait un portail avant, ici. Il n'a pas pu rentrer par là. Il n'a pas pu rentrer par là, du coup il est rentré dans un chemin qui se trouve à droite. Alors, c'est pareil, c'est barré. Il n'y a plus de chemin. Je crois que c'est un peu plus loin. Ah oui, il n'y a plus de chemin. Ouais, c'était là. C'était ici. Mais là, c'est inaccessible. Hein. Là, on ne peut pas passer par là. Ah oui, c'était vers là. Les bâtiments qu'elle cherche se trouvaient ici, mais ils ont été détruits. Nous avons retrouvé quelques photos. C'était une usine de produits pharmaceutiques et une ferme désaffectée. Il m'a porté jusqu'à l'usine. Et puis il me porte dans les escaliers et me laisse, il m'accroche à un radiateur. Voilà. Avec les menottes. Le grêlé montre alors à la petite Audrey une bande dessinée pornographique. Il me demande de regarder avec lui. Est-ce que je sais faire ci, je sais faire ça? Je lui dis non. Et il me dit, je vais t'apprendre à le faire. Et je lui ai fait. Il m'a dit, c'est bien. Et après, il y avait un lit qui était déjà installé là-bas. Moi, j'avais peur de la mort. J'ai accepté tout ce qu'il m'a dit de faire parce que j'avais peur de mourir, en fait. J'ai pas crié, j'ai crié un peu, mais j'ai pas hurlé, hein, voilà. J'ai pas hurlé et à chaque fois que je criais, ça l'énervait, je l'avais bien remarqué. Je le regarde avec des yeux en lui disant, sans parler, en lui disant, s'il te plaît, ne me tue pas, je t'en supplie. Je le supplie et du regard de ne pas me tuer, en fait. Et je commence à lui parler en lui disant, tu sais, je suis capable de garder ça pour moi. Tu peux me déposer chez moi. Tu me redonnes mon vélo, tout ça. Et je dirai rien à personne, je te promets. Et là, il s'est mis à sourire, en fait. Et puis, il retire mes menottes. J'étais soulagée qu'il les retire. Et il me dit, bon, écoute, je vais chercher à manger. Je te laisse là, je reviens tout à l'heure. Le grêlé ne reviendra pas. La petite fille est secourue par un riverain qui l'emmène à la gendarmerie. Dans les décombres de l'usine désaffectée, le grêlé sème derrière lui de très nombreux indices. Sur la bande dessinée pornographique qu'il a abandonnée, on relève ses empreintes digitales. Sur un morceau de papier hygiénique, on trouve encore une fois son ADN. Les enquêteurs montrent à Audrey le portrait robot tiré après le meurtre de Cécile Bloch, la petite violoniste tuée 8 ans plus tôt. Moi, quand je l'ai vu, quand j'ai vu le portrait robot en tout premier, je ne l'ai pas du tout reconnu. Par contre, j'ai reconnu la coupe de cheveux. C'est à peu près le même style. Et puis moi, il avait vraiment les cheveux bruns, foncés. Voici le nouveau portrait robot réalisé par Audrey. Comment vous le trouvez? Il ressemble. Il ressemble, surtout ici, comme ça, il ressemble encore plus. Parce que là, je trouve que j'ai mal fait le bas. L'arrondi du visage. Ouais. On n'arrivait pas à trouver quelque chose qui correspondait.
En 8 ans, le visage a un peu changé, il s'est épaissi. Même si Audrey a remarqué qu'il portait des marques d'acné, elles se sont, semble-t-il, estompées, au point de ne pas figurer sur le portrait robot. J'ai jamais compris pourquoi on l'appelait le grêlé. Je ne sais pas d'où ça sort, mais en tout cas, ça sort pas de moi. Malgré tous les indices qu'il a semés, les policiers n'arrivent toujours pas à arrêter le grêlé. A-t-il eu de la chance? Ou alors, les limiers de la crime sont-ils passés à côté d'une piste? C'est ce que pensent certains. Roger-Marc Moreau est un criminaliste réputé. À la demande d'une famille de victimes, il a mené pendant quelques mois une enquête parallèle à celle de la police sur les traces du grêlé. Il pense avoir trouvé un élément qui pourrait relancer l'enquête. Dans le meurtre du Marais, avant d'assassiner la jeune fille au père allemande, le grêlé avait été son amant. Il lui avait dit s'appeler Élie Loringe. Elle l'avait d'ailleurs noté sur son carnet. Après vérification, l'homme n'existe pas. Il a donné un faux nom. Roger-Marc Moreau, lui, pense avoir trouvé la solution à ce mystère. En 1987, à Paris, à quelques semaines d'intervalle, 2 jeunes filles de 13 ans se font agresser. Mais avant de passer à l'acte, l'agresseur leur a envoyé des lettres anonymes. Ce sont des lettres quasiment d'amour envoyées à des enfants. Et dans les jours qui suivent, un homme va se présenter à leur domicile. Il se prétend être policier. Il a une carte de police, vraie ou fausse, on ne sait pas. En revanche, l'homme n'ira pas jusqu'au bout de ses agressions. Il va partir et dans les jours qui suivent, il va adresser 2 nouvelles lettres. L'une des lettres va donner un rendez-vous à l'une des jeunes filles en lui disant d'aller chercher un message secret dans une librairie. Dans la librairie, l'inconnu demande à l'une des jeunes filles de glisser la réponse à son message derrière un livre. Mais pas n'importe quel livre. Un roman russe du 19e siècle nommé Oblomov. Si on lit ce roman, on s'aperçoit que le héros se prénomme Élie. Quant à son auteur, qui s'appelle Goncharov, signé en cyrillique, L'Ourage. Si on additionne les deux, ça nous donne Élie L'Ourage. C'est très proche du nom qui figurait sur le carnet de la jeune fille assassinée. Si cette thèse est vraie, cela veut dire que la jeune fille au père, qui était allemande, aura peut-être mal orthographié le nom de son amant, transformant l'Ourage en l'Orange. La police n'a pas jugé la piste sérieuse. Roger-Marc Moreau pense qu'elle a tort. En examinant les lettres anonymes envoyées par l'inconnu, il a fait une autre découverte. Le texte de ces lettres est un copier-coller de grandes œuvres littéraires signées Diderot ou Musset. Me voilà parti, me voilà à vendre. C'est un petit village rangé sur la cime d'un coteau dont la Lisac arrose le pied. Le bel endroit. Je ne pense pas qu'on m'y retienne. On paraît trop pressé de te rejoindre. Eh bien, ça semble démontrer que c'est peut-être un homme, finalement, qui a fait des études universitaires, peut-être en littérature. Peut-être l'a-t-il finalement rencontré cette jeune Allemande, cette fille au père, lorsqu'elle allait prendre des cours à la Sorbonne. Malheureusement, les services de police n'ont pas travaillé sur cette piste. Est-ce qu'ils ont cherché du bon côté? Est-ce qu'ils ont bien cerné la personnalité de cet homme? Le grêlé a laissé son empreinte sur une dizaine de scènes de crimes et de viols. La crime a ses empreintes digitales, plusieurs portraits robots. Pourtant, il est toujours passé entre les mailles du filet. Pour Roger-Marc Moreau, comme pour beaucoup de personnes qui ont approché ce dossier, il y a peut-être une autre explication. C'est un homme qui se promène à Paris, en région parisienne, avec une carte de police. Vrai ou faux, on ne sait pas. Finalement, est-ce que cet homme ne ferait pas lui-même partie, ou n'aurait pas fait lui-même partie, à une époque, d'un service administratif, de police, ou peut-être de renseignement? Cette question, Alain Vasquez, l'enquêteur du double meurtre du Marais, se l'est posée aussi.
Ce qui l'étonne, c'est une concomitance de dates. 1994, l'année où l'ADN est exploité en France pour la toute première fois, est aussi la date de la dernière agression attribuée au grêlé. Il faut bien envisager la possibilité pour lui de s'être arrêté d'agir au vu de l'exploitation et de l'ADN, des traces ADN. Et qu'il se soit dit, bon, voilà, j'ai laissé de l'ADN un peu partout, donc il est temps que je me mette au vert et que j'arrête voilà, de faire parler de moi. Bon, c'est ce qui peut laisser penser que quelque part, il serait au fait de certains des pratiques policières. Est-ce que quelque chose pouvait faire penser qu'il aurait pu faire partie de la maison ? Faire partie de la maison, c'est dur, hein, c'est très dur. C'est très dur d'envisager une telle hypothèse, mais on peut aussi penser que c'est quelqu'un qui avait envie de rentrer dans un service de police ou de gendarmerie ou dans l'armée et qui n'a pas été accepté. Le grêlé, c'est le plus grand mystère du 36 quai des Orfèvres, car jusqu'à aujourd'hui, personne n'a jamais réussi à l'identifier. Ce qui est terrifiant, c'est que on est à près de 30 ans après. 30 ans après, cet individu n'est toujours pas identifié. Donc il y a un sentiment d'échec qui est terrible, parce que chaque fois qu'on apprend qu'il a fait quelque chose de terrible, on se dit ben, on est passé à côté de quoi ? Pourquoi on n'a pas solutionné cette affaire ? Et on n'a pas de réponse. La brigade criminelle n'a jamais cessé de travailler sur le grêlé. Aujourd'hui, un policier est chargé de tous les dossiers. L'assassinat de Cécile Bloch, le double meurtre du Marais, le viol d'Audrey, celui de Sarah, et les autres agressions sexuelles. Régulièrement, de nouvelles pistes sont explorées, des suspects convoqués pour prélever leur ADN, pour l'instant sans succès. Le demi-frère de Cécile Bloch, lui, ne perd pas espoir. 30 ans se sont écoulés. Je garde tout espoir de trouver l'assassin, je veux dire. Mort ou vif. Hein. Bon, on peut peut-être espérer qu'il se livre, qu'il se rende. Toujours par un esprit de remords. Mais non plus, ça j'y crois pas. Il peut se vanter. Ça, je compte bien là-dessus. Qu'il se vante, qu'il par excès d'orgueil, qu'il se vante, qu'il se prévaut des actes qu'il a commis dans son entourage simplement. Et que là, ça déclenche un témoignage, un nouveau témoignage. Le grêlé n'a plus fait parler de lui depuis 1994. Est-il mort? Emprisonné sans que jamais son ADN ait été prélevé? Est-il parti à l'étranger? Personne ne sait. Le mystère est total. Les enquêteurs ont joué une dernière carte. Ils ont vieilli le portrait robot du grêlé pour imaginer le visage qui pourrait désormais être le sien. S'il est encore en vie, il aurait aujourd'hui entre 50 et 60 ans.